voir. Donc, si les images sont figées, en tout cas, on va essayer comme ça. Donc, si vraiment on voit que ça rame de trop, on passera par l'autre version. Mais déjà, merci à vous, Doumé, d'être avec nous ce soir pour nous présenter votre roman Une dette pour l'enfer chez les éditions Évidence. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, en quelques mots. Donc, je m'appelle Doumé Anthony. Doumé, c'est mon prénom. J'ai 67 ans. Je vis en Corse toute l'année et je suis à la retraite. Et donc, depuis lors, je me suis exercé à l'écriture de romans ou de nouvelles dans le domaine de l'imaginaire, mais également dans le thriller, comme on a vu, et avec Une dette pour l'enfer, et quelquefois aussi j'ai écrit un essai sur le zen en particulier que je pratique régulièrement. D'accord. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en dehors de ça, mais ça pourrait évoluer en fonction des questions, si c'est nécessaire. D'accord. Donc en tout cas, merci à vous. Donc effectivement, je vois que les images sont figées, mais pour l'instant, on voit votre couverture à l'écran et ce qui est essentiel. Donc on verra vraiment au fur et à mesure des commentaires. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter votre roman, donc Une dette pour l'enfer? Alors, Une dette pour l'enfer, c'est l'histoire d'un individu qui vient au monde dans la région de Marseille, dans un milieu un peu particulier, avec sa mère qui vit seule. Elle a été abandonnée par son compagnon, qui est le géniteur donc de Théo, qui est le héros. Théo, qui est affecté d'une maladie génétique qui va pas influencer son existence, mais qui va néanmoins contribuer à le rendre un peu spécial. Et enfin, ce personnage va à un moment donné quitter la région de Marseille parce que sa mère décède pour se rendre à Paris, rencontrer un individu qui s'appelle Léon. C'est à l'invitation de sa mère, enfin, c'est parce que cet individu est susceptible de lui proposer un boulot. Théo n'a aucune formation, il ne sait pas vraiment comment occuper sa vie, il s'ennuie beaucoup aussi. Et donc, il va être embauché par Léon. Ce qu'il va être amené à faire est très compliqué à vivre pour lui, parce qu'il va rentrer sans le savoir vraiment et sans le vouloir dans le grand banditisme et dans l'horreur, en fait. Et il s'agit d'un récit qui est très sombre, où les individus sont proprement monstrueux, tous tant qu'ils sont, à des degrés divers. Mais à commencer par Théo, qui a une anomalie génétique, mais aussi par les personnages qu'il va rencontrer, qui sont évidemment des truands et qui ont une façon de voir le monde très différente de la manière dont on peut le voir quand on est, entre guillemets, un individu honnête, normal et qui paie ses impôts, enfin bref, un individu comme vous et moi. Alors, j'ai rencontré dans mon existence, parce que je suis corse, je vis en Corse, c'est un secret pour personne que la Corse a quand même connu ce qu'on appelle des parrains, donc des individus qui ont fréquenté le grand banditisme au plus haut niveau, au plus haut degré. Et donc, quand j'étais jeune et j'ai commencé ma carrière comme musicien, et j'ai été musicien dans des boîtes de nuit gérées par des truands, avec des truands qui fréquentaient ces boîtes, avec des prostituées aussi. Donc, je connais assez bien le milieu, ce qui m'a permis de pouvoir bien le cerner et de m'identifier facilement au personnage. D'accord. Donc, je vais pas raconter l'histoire parce que, bon, évidemment, il faut rentrer dans le bouquin, mais globalement, c'est l'histoire d'un homme qui va se confronter au banditisme.
et qui va essayer de s'en sortir, mais enfin c'est très compliqué pour lui. D'accord. Et justement, comment vous êtes venu l'envie d'écrire? Parce que là, je vois qu'au niveau de la qualité d'image, ça a l'air d'être mieux, puisque je vois que vous n'êtes plus figé sur mon téléphone. Comment vous êtes venu l'idée d'écrire ce roman? Alors, ce n'était pas mon premier roman. Hein. J'ai commencé par écrire dans le domaine de l'imaginaire, en particulier la science-fiction et le fantastique. Et j'ai eu envie à un moment d'écrire dans une histoire qui soit plus ancrée dans la réalité, en commençant par imaginer un personnage qui serait quand même un petit peu particulier, parce que le personnage de Théo, je l'ai dit, souffre enfin quand je dis souffre, en tous les cas est atteint d'une anomalie génétique qui l'empêche de ressentir la douleur physique. Et à cause de cet empêchement, il a des difficultés pour reconnaître la douleur et la souffrance des autres, et ça constitue pour lui le vrai handicap. Le vrai handicap, il se situe évidemment dans la difficulté parce que quand on ne sent pas la souffrance, la douleur, on peut être atteint d'une maladie grave et en mourir sans en souffrir, ce qui peut être dangereux. Donc, il faut être à l'affût de sa température, des moindres blessures. Et Théo fait très attention à cela. Il fait notamment attention de prendre froid, bien qu'il ne sente pas le froid. Mais il est aussi handicapé par rapport à la relation qu'il entretient avec les autres, parce qu'il n'arrive pas à percevoir. Alors, c'est pas qu'il manque d'empathie, mais cette notion de la douleur lui échappe totalement. Et donc, il va s'efforcer à travers ses relations d'éprouver la douleur de l'autre en demandant à l'autre qu'il va le faire souffrir. Il va faire souffrir l'autre pour s'approprier sa propre douleur, la douleur de l'autre, et essayer quelque part de ressentir à travers l'autre la douleur. Enfin, pour lui, les relations aux autres est très très compliquées, et évidemment les relations affectives et sexuelles sont très compliquées, et ça explique que toutes les relations qu'il peut avoir avec les individus sont très troubles et proprement monstrueuses, comme je le disais tout à l'heure. D'accord, mais en tout cas, merci à vous et je salue donc tous ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque là la qualité a l'air d'être meilleure. Donc je remercie Francine, merci Virginie d'être là, qui nous dit avez-vous des routines d'écriture? Alors, depuis que je suis retraité, j'écris au feeling, c'est-à-dire j'écris quand j'ai envie d'écrire. Je ne mets pas de réveil pour me dire je vais écrire à telle heure et je vais m'arrêter à telle heure. J'écris quand je veux dire 7 jours sur 7. Quand j'ai envie, quelquefois je peux écrire plusieurs pages en peu de temps. Quelquefois, je peux mettre beaucoup de temps avant de pondre ne serait-ce qu'un paragraphe. Donc, en tous les cas, j'ai pas de routine. Non, je peux pas dire ça. Mais j'essaie de rentrer. Enfin, si on peut appeler ça une routine, j'essaie de rentrer dans la peau d'un personnage. Et tous les écrivains connaissent ça. C'est quand les personnages commencent à prendre corps. Le roman, il s'écrit tout seul. En fait, ce sont les personnages qui écrivent le roman. L'auteur n'a plus qu'à se laisser entraîner par les personnages. Donc, c'est pas vraiment une routine, c'est un fonctionnement qui, à mon avis, ne m'appartient pas en propre, parce que tous les auteurs que j'ai rencontrés, avec qui je me suis entretenu, disent sensiblement la même chose. Les véritables auteurs des romans, ce sont les personnages du roman. Et justement, est-ce que vous faites des fiches personnages concernant vos romans? Pas du tout. Le personnage, pour Une dette pour l'enfer, j'ai dû réfléchir longtemps au personnage tel que je le voulais qu'il soit. La condition, c'était effectivement qu'il soit insensible à la douleur. Mais à partir de là, le personnage a évolué. Il a évolué avec l'histoire, avec le roman. C'est un roman qui se déroule en deux parties, en fait. Et en fait, on alterne entre le passé, c'est-à-dire l'enfance, enfin, la naissance même, l'enfance du personnage, et le présent quand il est donc à Paris et qu'il rencontre donc son employeur, pour qui il va travailler, avec qui il va faire des choses difficiles. Donc, mais
Oui, le personnage, non, je n'écris pas de fiche particulière, mais le personnage se dessine progressivement à mesure que je l'intègre. Donc j'entre progressivement et plus j'écris, plus il prend corps. Quelquefois même il me surprend. Et justement, la trame, ça c'est souvent une question qui revient. Est-ce que vous avez la trame de votre roman ou est-ce que vous laissez part à votre imagination? Alors, il y a une trame au départ, on imagine un peu ce qui va se passer parce que les grandes lignes de l'histoire sont tracées je veux dire, on part pas de rien, c'est difficile de partir de rien, sinon on part dans n'importe quelle direction et il faut un minimum de cohérence. Donc, il y a une trame au départ. Oui, je savais que l'individu allait rencontrer son employeur et qu'il allait effectivement rencontrer des choses difficiles. Mais c'est vraiment je dirais une ligne directrice. Ça n'est rien dans le roman. Je n'écris pas toutes les scènes du roman. Elles s'écrivent au fur et à mesure. Après, bien sûr, je reviens sur des scènes, notamment lorsque j'aboutis à quelque chose qui n'était pas prévu. Je reviens en arrière de manière à ce que on puisse s'attendre à ce que ce qui allait arriver arrive. Quelquefois, je fais penser même des romans, forcément par le premier chapitre. Il m'est arrivé d'écrire des romans en commençant par le chapitre 10 ou 7 ou 8. Ça fonctionne comme ça aussi. D'accord, ok. Et comment vous l'expliquez ça alors? Écoutez, je ne l'explique pas. Je pense qu'on rentre, enfin, en ce qui me concerne, après, je prétends pas parler pour l'ensemble des auteurs, mais en ce qui me concerne, j'entre dans mes personnages et dans mon histoire un peu comme j'entre dans un rêve. Je ne sais pas à quel moment je vais entrer de l'histoire, mais quand je suis dedans, le personnage, je l'intègre tellement que j'intègre aussi ses souvenirs d'une certaine façon. Et donc, dans ces souvenirs, je vais remonter son histoire progressivement pour écrire le premier chapitre et puis ceux qui suivent. Je ne m'explique pas ça, je sais pas. Je pense qu'il y a un côté un peu magique là-dedans. Je ne m'explique pas autrement que par une sorte je vais pas de schizophrénie, mais d'une certaine façon, je vais intégrer un personnage, je vais rentrer comme un acteur rentre dans le personnage qu'il va interpréter. Moi, l'auteur, je vais rentrer dans les personnages que je vais interpréter et l'histoire après va se construire d'elle-même, bien évidemment, il n'y a que moi. Il faut quand même pas. Je dis pas que je suis multiple. Mais pourquoi pas? Parce que les individus ne sont jamais uniques. Ils sont effectivement multiples. Et c'est important quand on veut écrire un roman pour pouvoir habiter tous les personnages et les habiter de façon réaliste, de pouvoir entrer dans chacun d'entre eux et de les vivre. Ça me paraît essentiel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais enfin oui, bon. oui, très bien, oui, il n'y a pas de souci, oui. En tout cas, merci Voilà. à vous et je remercie Roselyne qui vient d'arriver, qui nous dit bonsoir et bonsoir Doumé. J'ai une très mauvaise connexion, ça coupe sans arrêt. Alors, ça ne vient pas forcément de chez toi, Roselyne, ça peut venir aussi de Facebook en général qui bug énormément ce soir. Bonsoir Sonia qui est là, qui dit bonsoir, oh là là, je suis en retard, il n'y a pas de souci. Voilà, tant que vous êtes là pour poser vos questions, puisque je rappelle encore une fois que ce soir, il y a un exemplaire à gagner donc de votre roman Une quête pour l'enfer, une dette pardon pour l'enfer. Voilà, qui est chez Évidence Édition. Donc tirage au sort à la fin de ce live parmi les participants. Justement, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et à cause des petits soucis du début, nous représenter votre roman rapidement? Alors, le roman donc qui s'intitule Une dette pour l'enfer met en scène un personnage qui vient au monde dans la région de Marseille avec une anomalie génétique qu'on appelle une anomalie génétique qui en gros l'empêche de ressentir la douleur. Et il vit seul avec sa mère puisque son géniteur a abandonné sa mère au moment de sa naissance et donc il a une
une enfance un peu difficile, et puis donc il va aller sur Paris rencontrer un personnage qui s'appelle Léon et qui va devenir son patron et qui s'avère être un truand de grande envergure. On est dans le grand banditisme. Et Théo, donc qui est le personnage principal, va faire l'expérience d'une vie qu'il ignorait totalement, qui est donc le monde de la prostitution, du racket et aussi des meurtres sous contrat. Et il va être pris dans un piège. En fait, il n'aura pas la possibilité d'en sortir, parce qu'une fois qu'on connaît, qu'on a fait la connaissance du milieu et qu'il sait trop de choses, il ne peut plus en sortir. La mafia, c'est une sorte de mafia, c'est un genre de crabe, ou de pieuvre, une tentacule, c'est-à-dire quand on est dedans, on ne peut plus en sortir. Et donc la seule solution, c'est d'aller de l'avant, même si c'est une quête qui ne mène nulle part, sinon peut-être à la mort. Rares sont ceux qui meurent dans leur lit tranquille dans ce milieu. C'est sûr, bien sûr. Sonia qui nous dit, alors je ne sais pas si cela a déjà été posé, mais d'où vient ce titre? Et effectivement, elle n'a pas été posée. Alors, ce titre vient de l'histoire, en fait, parce que il se trouve que lorsque Théo va se rendre à Paris pour rencontrer Léon, sa mère, en fait, c'est sa mère qui l'invite à y aller, qui lui demande d'y aller, parce que le personnage qu'il va rencontrer a une dette envers elle. Mais Léo n'est pas très intéressé pour savoir de quelle dette il s'agit. C'est un individu assez taciturne, en fait, qui se pose pas beaucoup de questions. Et lui, son seul truc, c'est de partir. Il veut partir. Il est encore jeune. Il veut voir autre chose. De Marseille, il en a assez. Il n'y a plus rien qui l'attend là-bas. Et donc, effectivement, ce personnage aurait une dette envers la mère de Théo. Et donc mais comme cette dette qui au départ s'avère être un devoir que le personnage aurait quelque chose, une sorte de dû qu'aurait ce personnage, en réalité, ça va le mener directement en enfer. C'est une dette qu'il aurait mieux, c'est une mauvaise dette en quelque sorte. C'est peut-être c'est véritablement un enfer. Alors c'est pour ça le titre Une dette pour l'enfer, ça vient de là au départ. Donc évidemment, ça n'a pas été le premier titre du roman. Vous savez, quand on écrit un roman, on propose toujours un titre provisoire, et puis ensuite on discute avec le directeur de collection et avec Laurent Fabre. Qui est Laurent Fabre en l'occurrence. Et effectivement, on a discuté du titre et on a arrêté sur un certain nombre de propositions que j'ai faites, et lui aussi. On a arrêté ce titre-là parce qu'il correspondait le mieux, et il faut aussi qu'il, entre guillemets, qu'il sonne, quoi, qu'il soit attirant et qu'il reflète quand même le roman. Ça a un lien avec l'histoire. D'accord. Et justement, il y avait une question tout à l'heure de Virginie et que je reprends, et ça fait la transition puisque vous venez de parler de Laurent et d'Évidence. Comment avez-vous travaillé votre texte avec votre maison d'édition? Donc c'est Virginie là qui nous pose la question. Alors le texte était terminé, était achevé. Le manuscrit, je l'ai envoyé donc à Évidence Édition, et j'ai reçu vers le mois de février-mars, enfin, c'était pendant le confinement, un mail de Laurent qui à l'époque je ne le connaissais pas, qui s'est présenté comme le directeur de collection de Clair Obscur, donc d'Évidence Édition, et qui m'avait dit que mon roman avait été retenu suite à un avis favorable du comité de lecture. Donc on a fait, il a lu de fait, parce que bon, je pense que vu le nombre de manuscrits qu'il doit recevoir, il ne peut pas tout seul lire tous les manuscrits, et donc le tri se fait, je pense, au niveau du comité de lecture, et à partir du moment où le manuscrit recueille un certain nombre de voix favorables, il va se pencher dessus, et à ce moment-là, donc, on discute par courrier et par courriel,
sur les points à modifier qui lui semblent devoir. Alors, c'est un échange qu'on fait ensemble. Alors, il peut y avoir des corrections ou pas, je valide ou pas. La plupart du temps, c'est un consensus, hein, mais bon, ce sont sur quelques aspects. Ça ne change pas l'histoire. Hein, on ne change pas l'histoire. On a évoqué à quelques reprises la possibilité de déplacer quelques chapitres. Je n'ai pas été favorable à ça. Puis bon, voilà, c'est comme ça. C'est que bon, je dirais que le rapport entre le directeur de collection ou la maison d'édition et l'auteur, c'est un échange qui va dans le sens de l'amélioration du livre. On a tous intérêt à ce que le livre soit le meilleur possible, et donc voilà, on fait pour le mieux. L'auteur ne doit pas s'obstiner absolument sur une idée, surtout si le directeur de collection lui dit écoute, là manifestement d'après les avis c'est pas une très bonne idée, peut-être que ça c'est à changer. Mais bon, globalement je dois dire que sur ce roman ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu très peu de modifications en dehors effectivement du titre. Il y a eu le prénom de la mère de Théo qui a changé. Bon, il y a très peu de choses, quoi. Il y a vraiment très peu de choses. Et justement, donc je remercie Geoffrey Siné qui est là, je remercie Kouira Bouchareb qui est là. Bonsoir à vous. Sonia qui nous demande alors attendez, hop, c'est parti. Non, pardon, Roselyne qui nous demande quelles sont vos lectures favorites du moment. Alors, je lis beaucoup de choses. En ce moment, je lis du Stephen King. Bon, je lis aussi pas mal de romans de mon éditeur. Je suis aussi édité chez Rivière Blanche, donc il y a des auteurs qui écrivent et on se connaît bien, et donc je lis des auteurs de chez Rivière Blanche. Donc ce sont des romans d'anticipation ou de fantastique. Il m'arrive aussi de lire beaucoup d'essais sur ou de philosophie et tout ça. Mais enfin, mais je dois dire que s'il y a un auteur qui m'a incité à écrire, si je devais n'en citer qu'un, c'est Murakami, Haruki Murakami. C'est lui qui m'a le plus influencé, et c'est celui, avec son connu qui est Kafka sur le rivage, par exemple. Je ne sais pas s'il est parmi ceux qui écoutent là connaissent Murakami. J'imagine que oui. Et pour moi, c'est un auteur essentiel. À la fois pour son regard qu'il porte sur le réel, qui est très transformé, et aussi sur la manière dont il aborde le rapport avec les individus. Il y a une certaine lenteur. Il n'hésite pas à utiliser ce qui est généralement interdit dans la bonne littérature, les adverbes en ment. Vous savez, lorsqu'on écrit, il y a des choses qu'il faut éviter, qu'on dit comme ça, mais lui, il n'hésite pas, et franchement, des fois, je préfère écrire un peu comme je parle. Je trouve que c'est plus vivant, surtout quand on n'écrit pas à la première personne. Donc, ce qui est le cas pour le roman là que j'écris. Donc, j'essaye de faire en sorte que à chaque fois qu'il y a un personnage qui intervient, même si c'est écrit à la troisième personne, je fais en sorte que l'écriture ressemble à une écriture à la première personne. Par exemple, si je veux parler d'une femme, si c'est une femme, si j'essaie de me mettre dans la peau d'une femme ou même d'un enfant, je vais écrire comme si j'étais un enfant. Bien que je parle d'une personne, alors que si je parle d'un adulte, d'un homme, je parlerai à la troisième personne d'un homme comme si j'étais de la peau de l'homme. Ouais, vous rentrez vraiment dans la peau de vos personnages, quoi. C'est indispensable. D'accord. Et justement, alors il y a deux questions en une. Une question de Francine qui dit quels sont les auteurs qui vous ont marqué, et je rajoute celle de Sonia qui est à peu près pareille et qui vous a donné l'envie d'écrire aussi à votre tour. Les auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont donné l'envie d'écrire. Alors bon, je parlais de Murakami, hein, j'ai dit qu'il m'a marqué. C'est lui qui m'a véritablement donné envie d'écrire. Sinon, il y a énormément d'auteurs qui m'ont
qui m'ont marqué. Alors, dans ma jeunesse, bon, il y a les auteurs, je dirais entre guillemets classiques. Il y a Romain Gary, il y a Céline. Ce sont des gens. Céline m'a beaucoup influencé, surtout quand j'étais jeune. Je le lisais beaucoup. Sa manière d'écrire avec ses pointillés, ses phrases en suspens. Ensuite, j'ai évidemment lu beaucoup de science-fiction et de fantastique. Donc, j'ai découvert, que j'imagine comme la plupart de ceux qui apprécient le fantastique, Stephen King, qui pour moi est un auteur majeur, qui a une écriture magistrale, même quand on écrit, même quand on est traduit, hein, donc puisque je lis directement les traductions. Et puis bon, non, mais je pense, enfin, encore une fois, que celui qui est l'auteur qui m'a donné envie d'écrire, pour moi, c'est Murakami, incontestablement. Si vous ne connaissez pas Murakami, je vous invite à le découvrir. C'est un auteur somptueux. Voilà, d'accord, bah merci à toi. C'est vrai qu'on est sur ce groupe-là pour faire de belles découvertes, donc on vous découvre vous, et je vous remercie encore d'être venu. Et en même temps, les auteurs nous font découvrir aussi leurs passions, leurs idées de lecture, donc merci à vous. On pourra, si vous voulez, à l'issue de ce live, ou si quelqu'un en commentaire, donc effectivement mettre le lien de cet auteur dont vous parlez. Oui, Murakami, bon, je pense que il y a le meurtre du commandeur, qui est un de ses derniers ouvrages, qui est effectivement intéressant. Mais je crois qu'il y a un livre qui est majeur chez lui, c'est Kafka sur le rivage. Donc ça, vous allez le trouver en livre de poche. Je vous invite à le découvrir. C'est absolument magnifique. C'est superbement bien écrit. C'est pas difficile à lire, mais c'est complètement déjanté. Hein. Quand même, je préviens. Je dis des individus. Je suis pas très amateur de littérature. Je dirais. Ça dépend. Hein. Je sais pas péjoratif ce que je dis, mais la littérature générale où il est question de sentiments humains bien ancrés dans la réalité avec les difficultés économiques, tout ça m'ennuie assez. Je dis pas que c'est très difficile d'écrire dans ce registre-là. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. À la limite, si je préfère lire de l'Albert Camus, voilà, ou même du Céline, ou de Gary, pour avoir et même Ferrari, par exemple, qui a écrit, qui a eu le prix Goncourt là, avec le testament de la chute de Rome, qui écrit très bien aussi. Enfin, lui, son écriture est très très difficile. Lui, il fait des phrases qui font 4 pages, quoi. Donc vous trouvez pas le point. Donc vous savez pas quand vous devez respirer. Heureusement, il met des virgules et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, ça fonctionne très bien. Lui, il raconte des histoires très simples et puis, mais au final, il se passe quelque chose d'assez magique. Enfin, je sais pas, bon, il y a des romans qui me touchent, des auteurs qui me touchent, et puis je saurais pas dire, mais quelquefois ça me barbe, mais bon, encore une fois, sur des gens comme des valeurs sûres pour moi, que ce soit Stephen King dans le fantastique, ou bien Murakami, d'autres aussi. J'ai pas tout à l'esprit parce que il y en a quelques-uns. Là, j'ai lu un roman d'Amélie Antoine, bon. Oui, je découvre plein d'auteurs. Quelquefois, je rentre dedans, quelquefois moins. Et puis, quand on écrit, on a plutôt tendance à un petit peu délaisser la littérature pour s'intéresser davantage et par la force des choses à ce qu'on est en train de faire, quoi. Parce qu'on peut pas, la journée fait 24 heures, mais en fait, il faut penser aussi à dormir un peu. Et même si je dors pas beaucoup, donc voilà, il faut quand même penser aussi à passer du temps à écrire. Bon, moi encore, je me plains pas trop parce que je suis plus en activité, mais quand j'étais en activité, je ne pouvais du reste pas écrire à cause de ça, parce que je n'avais pas le temps. Je lisais, je travaillais, mais très peu de temps pour l'écriture, et là, maintenant, je me rattrape.
D'accord. Et justement, il y a Roselyne qui nous demande où trouves-tu tes modèles pour l'écriture de tes romans? Exemple, dans la réalité, dans les séries. Alors, ça dépend. Bon, il faut savoir que le roman le plus réaliste que j'ai écrit, en dehors, je parle pas de des nouvelles, hein, par exemple, bon, chez Évidence Édition, avant d'écrire Une dette pour l'enfer, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait dans une anthologie que je sais pas si vous voyez, c'est 3 secondes avant de mourir. C'est sorti chez Évidence Édition. Donc, il y a une nouvelle qui est de moi là-dedans, qui est sortie au mois de mai, dans la collection Clair-Obscur. C'était un petit peu avant que Laurent ne prenne la direction de cette collection. Et il y a une nouvelle qui s'appelle La Veuve et qui est assez réaliste. Donc, en dehors du roman Le Dette en enfer, où je dis, bon, là, c'est effectivement un personnage que j'ai cherché, que j'ai trouvé dans la vie du milieu interlope que j'ai fréquenté dans ma jeunesse quand j'étais musicien. Je vous l'ai dit, j'étais musicien bon, j'ai travaillé en professionnel et surtout aussi dans des boîtes de nuit donc avec des personnages hauts en couleur qui se baladaient quelquefois avec le soufflant derrière la veste, quoi, comme on dit. Bon, le soufflant, voilà, et puis qui était accompagné de filles de rêve qui en tête étaient donc ils étaient en quelque sorte les souteneurs, quoi. Donc donc j'ai puisé dans ce milieu, enfin dans ce milieu que je n'ai pas, que j'ai fréquenté depuis mon instrument de musique, mais ce sont des gens que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à apprécier, parce que quelquefois on voit souvent les truands à travers le droit, mais on oublie aussi qu'ils sont humains. Alors je vais peut-être dire des choses qui vont peut-être pas être appréciées, mais ce sont des individus qui, on sera étonné, ont un sens de la réalité qui est quelquefois désespéré, tellement désespéré qu'ils qu'ils n'ont plus peur de la mort. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont jusqu'au bout de leur, ils vont à la limite. Ce sont des gens qui ont à la fois suicidaires et en même temps qui sont extrêmement troubles, qui sont pas des individus ordinaires. Et pour moi, c'était important pour écrire Une dette pour l'enfer, d'avoir eu cette expérience avec eux, de les connaître. Et je les décris tels que je les ai rencontrés. Alors, il est possible, parce que moi, là, je parle du temps où je jouais dans ces boîtes-là, c'était dans les années 70, hein, donc il s'est écoulé quelques 40 ou 50 ans depuis, et il est possible que le schéma soit différent actuellement. Mais bon, globalement, donc je m'intéresse aux individus qui ont une histoire particulière. Enfin, je ne m'intéresse pas aux individus qui sont des gens qui travaillent au quotidien et qui, comme histoire, n'ont pas grand-chose à raconter, sinon qu'ils ont des problèmes de cœur ou des problèmes d'argent, ce que tout le monde a. Après, il y a l'art de le raconter, c'est sûr, hein, il y a le style. Je me soucie assez peu du style, hein. J'écris comme j'écris, quoi. Voilà, bon. Et puis ce qui est important pour moi, c'est que le personnage ait quelque chose à raconter. Et justement, il y a une question intéressante de Sonia, et je salue Mathis qui vient d'arriver, qui est là. Donc Mathis qui d'habitude s'occupe de la régie. Donc tu vois, Mathis, je sais pas si tu es fier de ce que ça donne, mais en tout cas, merci pour tous tes conseils, puisque la réussite de ce live est aussi grâce à toi. Sonia qui nous dit, est-ce que vous vous identifiez à l'un de vos personnages? Et si oui, lequel? Alors non. Alors tous. Quand je suis dans la peau d'un personnage, je suis le personnage. Mais dans un roman, il y a plusieurs personnages. Et quand je vais faire parler ou quand je vais décrire un autre personnage, je vais passer dans l'autre personnage. Je ne suis pas entouré de personnages qui me sont étrangers. Je suis personne au milieu de tous. Et je le suis tous. Je suis tous les personnages au moment où ils se manifestent dans le récit. Je sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est bien. Il y a effectivement un
un héros dans l'histoire, on parle de la lettre pour l'enfer, hein. Il y a le héros, bien entendu, mais je ne m'identifie pas du tout à ce personnage-là. Évidemment, je le suis de près. Et du coup, parce que c'est lui qui occupe la place centrale, il a évidemment une place privilégiée. Et j'ai passé plus de temps à réfléchir sur lui parce que l'histoire, avant de démarrer, pour moi, il était important de rentrer dans ce personnage, que je devienne ce personnage-là, et donc d'une certaine manière que je l'intègre pour pouvoir ensuite lui donner corps. Mais après, bon, il ne vit pas seul. Il a fallu qu'il vive avec d'autres personnages. Et donc, je pense qu'un personnage n'existe qu'à travers une relation de personnage. Un individu n'existe pas seul, donc il va réagir avec son entourage, avec son environnement. Et donc, il est important que l'environnement ait autant de vie que le personnage que je vais décrire. Et donc, n'importe quel personnage, aussi éloigné soit-il, même s'il a peu de valeur dans l'histoire, là par exemple dans une dette pour l'enfer, il y a le personnage du docteur Lugano qui est un pédiatre, il apparaît je sais pas, il y a 3 lignes sur lui, mais même lui je le vois, il faut qu'il soit là, il faut que j'imagine le personnage. Il faut qu'il soit là, et il faut que je sache ce qu'il va dire, et pour que je sache, il faut que je sois lui. Quand il va dire quelque chose, c'est bien moi qui va le dire au fond, parce que c'est quand même moi qui finalement va écrire le texte. Et par conséquent, s'il va avoir un comportement, s'il va dire quelque chose, il faut bien que je sache il faut bien que je sois lui. Bien sûr. Donc, et c'est pour ça que, en fait, dire que je m'identifie à un personnage, non. Je suis certainement pas le personnage principal du roman. J'ai même très peu de choses à voir avec lui dans ma vie ordinaire, je dirais. Mais en même temps, c'est important d'avoir. C'est un peu l'avantage d'écrire, c'est que ça permet de défouler ou de sortir de soi des personnages qui sont peut-être refoulés. C'est un peu une manière, une sorte de thérapie en fait, hein, parce que toute la colère qu'il peut y avoir dans Théo, dans le personnage du récit, elle était peut-être en moi. Et c'est par cette histoire qu'elle s'est exprimée. Et d'une certaine façon, pour moi, c'est important, c'est salutaire. Il est important quand un personnage prend racine et qu'il écrit, c'est comme ça que le roman se déroule. Et jusqu'à ce qu'il soit complètement achevé, le roman se déroule. Et ça peut durer. En moyenne, je mets 9 mois pour écrire un roman. Vous voyez, c'est à peu près le temps d'une grossesse. Et c'est pour ça que voilà, quand on sort un roman, on dit c'est son bébé, mais c'est pas qu'une simple métaphore, quoi. Ça va au-delà. Et justement, avant de vous reposer d'autres questions qui arrivent, vous venez de le dire, vous dites c'est votre bébé. Comment vous vous êtes senti à la fin, justement, quand vous avez écrit le mot fin, vous avez fermé le roman, que vous l'avez envoyé? Alors je dirais c'est un peu, alors je vais rester dans la même métaphore, c'est un peu comme une dépression postpartum. C'est-à-dire que je me sens vidé et franchement, je ne me sens pas bien. Très honnêtement, la période de fin d'un roman, pour moi, est assez déprimante. Je me sens démuni. J'ai l'impression que je rentre dans une phase de deuil, en fait. Ah oui. Alors bien sûr, qui est agrémenté par la recherche des éditeurs, parce qu'une fois qu'on a écrit un roman, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le manuscrit à des éditeurs qui souvent mettent du temps à répondre, parce que les éditeurs ils reçoivent énormément de manuscrits, donc il faut s'attendre quelquefois entre 6 mois, 1 an et quelquefois plus avant d'avoir une réponse. Négative ou positive, hein, voilà. Donc moi j'ai eu la chance jusqu'à présent d'avoir eu des réponses positives pour les romans que j'ai écrits, et peut-être je pense que si d'emblée, si je n'avais pas été édité, lorsque j'ai écrit mon premier roman en 2013 qui s'appelait Le sarcophage des dieux, s'il n'avait pas été édité, je n'aurais peut-être pas écrit tous les romans qui ont suivi. En fait, une fois qu'on a commencé, c'est une sorte de drogue, quoi. On a du mal à s'arrêter.
C'est une expérience, pour l'instant, qui continue. J'ai d'autres, il y a des projets, il y a des choses qui vont sortir. Alors pas avec Évidence Édition, mais bon ailleurs, et voilà. Donc ça continue comme ça. D'accord. Bon, en tout cas, je tiens à saluer donc Laurent Fabre qui vient d'arriver. Donc bonsoir Laurent, qui nous dit bonsoir Florian, bonsoir Doumé. Je tiens aussi à saluer donc toutes les personnes qui sont là. Est-ce que vous acceptez de nous lire un petit extrait de votre roman? Oui, je vais le faire. Bon, j'aime pas beaucoup lire mes textes, enfin à haute voix, mais bon, je vais le faire. Donc c'est un honneur que vous nous faites. Alors si vous n'aimez pas le faire, mais que vous le faites pour nous, c'est un honneur. Oui, je vais lire un chapitre qui est le chapitre 2, en fait, qui ne donne pas grand-chose de l'histoire, sinon que c'est la naissance de Théo. D'accord. 1985. Théo n'avait pas crié à sa naissance, ni grimacé, et le rythme de son cœur était bas, autour de 60 pulsations par minute, alors que la fréquence cardiaque d'un nouveau-né en bonne santé se situe autour de 100 BPM en principe. Toutefois, si l'on acceptait ces éléments quelque peu inquiétants, les autres signes vitaux étaient satisfaisants. Son score APGAR fut évalué à 7, 5 minutes après l'accouchement. Le toubib avait dit à Laetitia que son bébé aurait peut-être un léger retard mental ou peut-être pas. L'étonnante vivacité du nouveau-né et sa tonicité musculaire plaidaient en faveur du peut-être pas. En revanche, l'absence de pleurs et de grimaces laissait suspecter une possible affection neurologique. En tout état de cause, il fallait faire des examens complémentaires sans tarder, car outre l'inexistence de réaction aux stimuli douloureux, il fallait également comprendre les causes de sa bradycardie. Laetitia n'était pas d'un naturel inquiet, mais elle avait cru percevoir dans le regard du pédiatre qui lui avait rendu visite peu après la délivrance une ombre qui en disait long sur les faibles chances de survie de Théo. Le docteur Lugano, qui avait en outre éludé la plupart de ces questions, ce qui, en avait-elle déduit, était plutôt mauvais signe. De fait, quand le médecin s'était retiré quelques instants plus tard, elle s'était sentie très mal. Laetitia aurait aimé pouvoir partager ses angoisses avec Fred, le père de l'enfant, mais elle avait été transportée seule au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Saint-Joseph après avoir perdu les os. Avant que cela n'arrive, elle se trouvait dans un bar buvant une énième tasse de café, espérant en vain qu'ils la rejoignent et l'accompagnent à la maternité comme ils s'étaient engagés. Elle avait ressenti les premières contractions dans la matinée et elle avait appelé sur son lieu de travail pour lui annoncer qu'elle l'attendrait au bistrot du boulevard Baille en contrebas du petit appart qu'il louait au mois. La jeune femme ne s'était pas affolée quand elle avait senti la tiédeur du liquide amniotique et inonder ses cuisses et éclabousser le carrelage du troquet. Elle avait simplement fait un signe à la serveuse pour lui faire comprendre que la naissance de son bébé était imminente. La barmaid avait aussitôt appelé le SAMU. Théo était né quelques 2 heures plus tard. Laetitia avait été assistée d'une sage-femme sympathique mais à l'air désinvolte. La professionnelle de santé qui avait fait comprendre par un aphorisme dont seuls les maïoticiennes ont le secret qu'il était moins douloureux de le faire entrer que de l'en sortir. La coucheuse avait voulu sans doute faire de l'humour pour détendre la primipare, mais cette dernière, inquiète de l'absence prolongée et incompréhensible de Fred, n'avait pas relevé ce trait d'esprit. Peu de temps après sa naissance, Théo fut transféré au service de néonatologie pour y subir une batterie d'examens dont Laetitia n'avait aucune idée précise. Elle savait simplement que son enfant n'était pas en bonne santé et qu'elle devrait sans doute se débrouiller seule pour l'élever si, par chance, il devait survivre. Personne, en dehors du personnel soignant, n'était venu lui rendre visite depuis qu'elle avait été admise en salle d'accouchement. Et il était devenu évident pour elle que Fred l'avait plantée et qu'il ne reconnaîtrait sans doute jamais son gosse. En un sens, c'était prévisible, car il était immature et instable. Laetitia s'était demandé plus d'une fois ce qu'elle faisait avec lui, alors qu'il était incapable d'affection ou d'empathie et pouvait se montrer parfois violent. Il était bel homme, et elle en était sans doute très amoureuse, mais ça n'expliquait pas tout. Une copine étudiante en psychologie lui avait dit un jour qu'elle avait un profil de victime. Laetitia ne l'avait pas vraiment cru, car sa copine avait toujours tendance à exagérer les choses, mais elle devait reconnaître qu'en ce qui concernait sa relation avec Fred en particulier, et les mecs en général, elle avait du juste. Laetitia était une jolie fille et collectionnait les aventures avant Fred, mais à chaque fois, ses amants lui en faisaient baver, sans doute parce qu'elle était un peu trop facile et ne savait pas dire non.
La jeune femme savait aussi que Fred lui était infidèle. Ce dernier ne s'en cachait pas. Elle avait voulu le quitter à plusieurs reprises, mais elle avait appris à ses dépens qu'on ne quitte pas Fred comme on veut, quand on veut. C'était lui qui décidait de tout. Il était chef d'entreprise et considérait sa liaison avec Laetitia comme une relation hiérarchique. Théo, c'était son désir à lui. Il voulait un fils. Quand elle s'était retrouvée enceinte et que plus tard l'échographie avait révélé le sexe du fœtus, il n'avait pas caché sa fierté. Il s'était mis en tête, à cause d'un mythe entretenu par sa mère, sa mame, que seuls les hommes bien montés faisaient des garçons, les petites bites faisaient des filles. Laetitia aussi voulait un enfant, fille ou garçon, ça lui était égal, et elle avait été heureuse d'être enceinte. Elle s'était dit aussi que peut-être Fred allait changer quand l'enfant serait là. Peut-être deviendrait-il un père aimant à défaut d'être un homme respectueux de sa compagne. Mais Fred n'était pas là. Non seulement il n'avait pas accompagné la maternité, mais était passé depuis aux abonnés absents. Elle aurait voulu qu'il soit près d'elle pour la consoler et la soutenir, pour qu'il lui dise que ce n'était pas sa faute si Théo n'était pas en bonne santé, que c'était juste la faute à pas de chance. Elle aurait voulu aussi qu'il lui donne de l'espoir, l'espoir que Théo s'en sortirait malgré tout sans dommage, et qu'il lui dise enfin que même si Théo devait vivre avec un léger retard mental, il serait toujours fier de son fils et d'elle aussi un peu. Inquiète du silence inexplicable de son compagnon, elle s'était finalement décidée à appeler la maman au téléphone. Cette dernière, qui ne sortait pratiquement jamais de chez elle parce qu'elle était agoraphobe et hypocondriaque, avait décroché le combiné et, après l'avoir écouté, lui avait rétorqué que son fils était monté à Paris pour son travail et n'avait rien à faire avec une traînée, que l'enfant qu'elle avait mis au monde pouvait être le fils de n'importe qui, mais certainement pas de Fred, qui était en trop bonne santé mentale et physique pour être le géniteur d'un enfant malade ou débile. Puis elle avait raccroché. Laetitia en avait pleuré de désespoir et de colère. Une jeune infirmière l'avait prise alors en sympathie et l'avait consolée, et surtout lui avait appris que les symptômes dont souffrait Théo n'impliquaient pas que la situation fût grave ou désespérée, que la médecine avait fait des progrès énormes et que Théo pouvait vivre tout à fait normalement et sans retard mental, et aussi qu'elle avait certainement surinterprété l'attitude et les propos du docteur Lugano. Un score Apgar de 7 était du reste tout à fait acceptable. L'infirmière s'était finalement retirée, mais avait réussi à calmer les angoisses de la jeune maman. Cette dernière, quelque peu rassurée, porta son regard vers la fenêtre qui donnait sur un petit parc boisé. À travers le ciel nuageux de l'automne, une belle éclaircie filtrait jusque dans sa chambre, où régnait un silence reposant. Laetitia se rendit compte qu'elle n'avait pas pu regarder le ciel depuis une éternité. Elle ferma les yeux et pensa à son bébé entre les mains des médecins. Peut-être allait-il s'en sortir, peut-être allait-il s'en sortir tous les deux, avec ou sans Fred et sa conne de mama, ou peut-être pas. Voilà, salut. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cet extrait. Donc, je lisais les commentaires. Donc, il y en a pas mal de bons commentaires qui vous remercient donc pour cet extrait. La couverture, beaucoup de gens nous disent que la couverture est sympa. Justement, comment, avant de continuer les questions, comment est née cette couverture? Est-ce que c'est vous, les éditions? Comment ça s'est passé? Alors la couverture, c'est l'éditeur qui l'a proposé. J'ai pas eu, enfin, je l'ai trouvé très belle et très proche de l'histoire, ce qui est peu fréquent. Franchement, là, il y a eu véritablement. Alors, je sais plus comment ça. Je crois que c'est Chloé. Si je dis des bêtises, je sais plus qui est l'auteur de cette couverture. Enfin, en tous les cas, c'est une très belle couverture, bien choisie. Alors, ce fond rouge qui donne l'impression de la couleur, qui est la couleur du sang, et cette femme qui est dans la rue, un peu comme perdue. Il y a un passage dans le roman où effectivement il y a une prostituée qui est dans la rue. Enfin, je vais pas raconter l'histoire, mais il y a quelque chose dans le roman qui fait référence un peu à cette couverture. D'accord. En tout cas, moi je l'ai cautionné tout de suite d'emblée. Ouais, bah c'est vrai qu'elle est jolie. Hein. On la remontre à l'antenne. Ça représente quoi en fait? C'est la fille dont vous parlez dans votre roman qui est contre un mur. Alors il y a une fille voilà alors l'endroit est assez sombre. On distingue assez mal les détails. La fille la jeune femme, on suppose qu'elle est jeune, elle est vue de dos a priori. Elle, c'est presque une ombre en fait. Hein.
et on devine le milieu interlope, sombre. En fait, c'est un roman noir. Hein. Il est dans la collection Thriller, mais c'est essentiellement un roman noir. Et donc, effectivement, le rouge et le noir, c'est exactement ce qu'il fallait pour décrire l'ambiance du roman. Et ben, en tout cas, elle le représente bien puisque les commentaires nous disent vraiment qu'elle est jolie. Également l'extrait aussi qui a été bien choisi, dont Geoffrey qui nous dit pas mal celle-là pour la petite partie où vous partez des parties. Quira qui nous dit et en plus cela se passe à Marseille. Ben oui, c'est ce que vous avez dit au début. Et en plus j'ai cru entendre effectivement l'hôpital Saint-Joseph qui est juste derrière chez moi, là derrière. Ah d'accord, je savais pas que vous étiez sur Marseille, donc effectivement, donc voilà. Oui, il y a une partie en fait, Théo naît à Marseille et passe son enfance à Marseille. Mais je dirais l'essentiel du roman, l'histoire avec Léon se passe plutôt sur Paris. Je connais mieux Paris que Marseille. Je connais un petit peu Marseille, mais pas aussi bien que Paris. Et donc, oui, en fait, oui, c'est vrai qu'au départ, l'histoire passe à Marseille et Théo vient de là. D'accord, ok. Une question intéressante de Sonia qui demande est-ce que vous vous mettez des barrières quand vous écrivez et surtout sur quel sujet vous n'oserez jamais écrire? Alors, des barrières, non. A priori, sinon du barrière de langage, bien sûr. Hein, je m'efforce de ne pas être insultant, surtout lorsque je fais référence à des ethnies, hein, ou à des religions. Je fais quand même attention d'être, je dirais, de ne pas me moquer de personnages parce qu'ils sont attachés, à une religion ou à des principes. Voilà, mais sinon, il y a pas de barrière, quoi. Quand j'écris dans le domaine du sexe, je suis pas très cru, hein, mais je ne mets pas non plus, je n'éduque pas, enfin, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans la pornographie, mais je ne mets pas je ne m'empêche pas d'écrire des choses qui quelquefois peuvent heurter les jeunes spectateurs. Disons que mes romans ne sont pas à mettre dans toutes les mains. Oui, j'imagine, j'imagine bien. Et justement, par rapport encore une fois à votre couverture, il y a Laure qui nous dit une couverture qui a presque un côté émouvant. Et Laurent qui précise que c'est Chloé graphiste pour la couverture. Oui, c'est Chloé, c'est ça, oui. Et émouvant, oui, tout à fait. Je pense que les personnages de ce roman, bien qu'ils soient monstrueux, sont tous émouvants. Ils ont quelque chose qui va d'attendrissant presque. Quelquefois, on aura du mal avec le personnage de Léon parce que il est proprement abominable. Mais quand on va le connaître mieux, à mesure qu'on va avancer dans le récit, on se rend compte que il a une grosse blessure, une blessure énorme dont je ne vais pas parler ici, mais en tout cas, je dirais, les gens ne sont pas mauvais gratuitement. Je ne crois pas, sauf à écrire dans le domaine, quand j'écris dans le domaine fantastique et que je fais référence au satanisme. Alors là, effectivement, il y a le mal en puissance, mais dans une aide pour l'enfer, je mets en scène des personnages qui sont donc réels, ou en tout cas qui s'en rapprochent beaucoup, donc qui sont pour la plupart des gens blessés et quand ils deviennent blessants, quelquefois ils reproduisent sur les autres ce qu'ils ont subi eux-mêmes. Sauf peut-être Théo qui va chercher à cause de son handicap à faire souffrir, mais paradoxalement il ne veut pas faire souffrir, il veut prendre la souffrance de l'autre pour connaître ce qu'il ignore en fait. Il a un handicap, il a un vide de cette absence de reconnaissance de la douleur. Il pense que ne pas connaître les autres et pour lui c'est l'empêcher de les connaître totalement. Et donc parce que il comprend pas, par exemple, quand les gens disent mais c'est génial, tu souffres pas, tu devrais être heureux, alors qu'il ne l'est pas. Et donc il comprend pas.
Et sa mère lui dit ben, que pour être heureux, il fallait connaître la souffrance. Donc pour lui, c'est un peu le point de départ, c'est que ben, ne connaissant pas la souffrance, il en déduit qu'il ne peut pas être heureux. Donc la seule façon pour lui d'être heureux, c'est de faire souffrir. Donc vous voyez, c'est un peu bon, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de rencontrer et même avec qui qu'on n'aurait pas forcément envie de connaître, mais dont on peut comprendre le fonctionnement psychologique. Oui, parce que c'est ce que justement Laure nous dit. Oui, je trouve la fille dans une position qui contraste avec la giclée de sang. Alors, la giclée de sang, le sang, il est au-dessus. Il y a aucune. Je pense que cette giclée de sang, on peut la voir à travers, par exemple, sur l'objectif d'un appareil photographique. Imaginons quelqu'un qui prend une photo avec un grand angle et que le sang a giclé depuis sur la partie supérieure de l'appareil. Il n'y a pas de sang sur la jeune femme. D'accord. Il n'y a pas de sang sur la jeune femme. Et justement, Laurent qui dit, j'aimerais bien avoir l'avis de Mathis Bigra. Donc j'imagine que c'était pour avoir la couverture ou un avis sur le live en général. Mais je pense que ça a l'air de plutôt bien se passer. Bah, écoute, voilà, mon idée, c'est que bon, la jeune fille là-dedans, elle est dans un milieu interlope et donc le sang, ça en fait partie. Donc c'est plus une métaphore que c'est pas, il y a pas de sang sur la jeune fille, voilà. Oui, d'accord, ok. Et justement, je voyais ça là sur le site d'Évidence Édition, donc le site de votre maison d'édition, dont j'invite les gens à aller dessus, puisque tous les romans Clair-Obscur et Évidence Édition en général y sont. Et je lisais, et puisque vous parliez justement de handicap, Évidence Édition prône l'accessibilité à la lecture en proposant ses ouvrages en format papier, numérique, dyslexique, braille et audio. Le vôtre aussi, j'imagine. J'ai pas entendu la dernière question là. Le vôtre aussi, j'imagine. Ah ben, je pense, oui. Enfin, moi, je pense qu'il est. Je sais qu'il est en format numérique, il est en format papier. Après, je ne sais pas s'il est sorti sous d'autres formats, mais si Évidence Édition le propose, ou même en format audio, je pense que ça doit être possible. C'est certainement. Oui. D'accord. Geoffrey Ciné qui nous dit, vous avez une tendresse pour les méchants comme pour les truands dont vous parliez précédemment. Est-ce que les méchants vous fascinent? Oui, oui. Enfin, j'ai une tendresse. J'ai une tendresse pour tous les gens en général, et en particulier pour ceux qui sont confrontés à la souffrance. Et je pense que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de gens gratuitement méchants, sauf s'ils incarnent le mal, mais je ne crois pas. Je crois que les gens sont en réaction, sont méchants par réaction, parce qu'ils ont souffert peut-être. Et je dirais que bon, en tant que humain, je m'intéresse aux gens qui sont effectivement en souffrance. Je vous l'ai dit peut-être en début, je sais pas si je suis un pratiquant du zen, donc je suis bouddhiste. Et pour moi, c'est fondamental d'avoir un regard bienveillant envers ces gens qui sont confrontés à la souffrance. Alors, même ceux qui la donnent, cette souffrance, même ceux qui la donnent, ils la donnent peut-être, je ne sais pas que j'encourage la souffrance, bien évidemment non, mais j'essaie de comprendre là où elle prend racine, pourquoi elle s'exprime. La souffrance n'est jamais gratuite, et quelquefois il y a plus de méchanceté dans un sourire. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non. Le sourire de l'infirmière en chef qui est soi-disant plein de bienveillance est en réalité complètement monstrueux. C'est presque, je dirais que il n'y a rien de pire que ce qui est transparent et fade et blanc en fait. Que pour moi, je suis plus touché par les formes
abrupte que par les gens qui sont lisses. Et sur qui tout lisse, tout c'est cool, qui ne sont affectés par rien du tout. Au contraire, il faut des aspérités pour que ça fonctionne. Et justement, il y a Laure qui nous dit que vous avez une vision bien optimiste. Optimiste? Oui. Vision bien optimiste. Ah, une vision d'un optimiste. Après, ça rejoint peut-être ce qu'elle disait juste au-dessus, excusez-moi, qui dit formidable tous ces formats, quand je parlais des formats des livres chez Édition. Merci à vous. Alors pour l'instant, je n'ai plus de questions. En tout cas, merci à vous. Donc Nicole qui nous dit sous tous ces formats, c'est formidable. Bravo Évidence Édition. Donc en tout cas, merci à Évidence, merci à Laurent qui a permis ce live ce soir. Merci à vous, Doumé. Pour ce moment passé avec vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment comme nous, en m'excusant encore une fois pour ces soucis de connexion au début, mais voyez, on y est arrivé. C'est critique. Voilà. Donc, c'est Facebook. Voilà, c'est Facebook. Faut pas chercher. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Donc, je rappelle effectivement que parmi toutes les personnes qui ont posé une question et qui ont participé à ce live, il y aura un exemplaire à gagner numérique donc de votre roman Une dette pour l'enfer. Voilà, donc chez Évidence Édition. Merci à vous, Doumé. Je vous souhaite merci une agréable vous, soirée. Florian, et puis à tous ceux qui ont participé, et puis peut-être à bientôt. Et en tous les cas, si vous allez lire Une dette pour l'enfer, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à vous, et puis on souhaite une agréable soirée à tout le monde. Merci à vous, merci à tout le monde, et puis je vous souhaite une bonne soirée.